Cet après-midi, et très probablement encore pendant qu'on enregistre cette vidéo, le président Trump est en réunion avec son équipe de sécurité nationale et les généraux, comme il l'a dit plus tôt dans la journée, pour essayer de déterminer quelle sera la prochaine étape dans la guerre contre l'Iran. Est-ce qu'il va y avoir un accord négocié? Est-ce qu'on va reprendre les opérations de combat? D'après les déclarations faites aujourd'hui et d'après ce qui s'est passé au cours des 36 dernières heures environ, on semble repartir dans la direction de la guerre. S'il y avait une possibilité, celle qu'on défend depuis le début, la théorie du retrait, où l'on pourrait simplement déclarer la victoire et partir, eh bien cette fenêtre-là semble elle aussi en train de se refermer. Et même si, au cours de la dernière semaine ou des 10 derniers jours, le président Trump, avec certains de ses partisans, laissait entendre qu'on pouvait simplement se retirer, que cela leur prendrait 20 ans pour réussir, et qu'on pourrait partir aujourd'hui en se déclarant victorieux, eh bien, ces propos passent maintenant à la marge, voire disparaissent complètement. À la place, on entend des déclarations militaires plus bruyantes, plus dogmatiques, dont beaucoup viennent directement du président Trump lui-même, comme vous allez le voir. Rien de tout cela n'est bon pour l'Amérique. Les fondamentaux, eux, n'ont pas changé. Peu importe à quel point le président Trump veut manipuler les marchés pétroliers ou la bourse avec les moyens dont il dispose. Peu importe combien il veut parler et faire semblant du contraire. Peu importe combien de fois il affirme qu'il a toutes les cartes en main. Il ne les a pas. In fashion photo, non fangé. Et si le président Trump écoute le groupe qui lui souffle à l'oreille de revenir pour terminer le travail, ce sera catastrophique. Pour nous, pour Israël, pour l'Iran et pour la plupart de nos alliés dans le monde. Parce que les conséquences sont énormes, bien au-delà de ce qui se passe concrètement sur le terrain en Iran. On va parler de tout ça aujourd'hui. Mais d'abord, regardons ce que le président Trump a déclaré plus tôt cet après-midi, enfin plus tôt ce matin. Il a dit, je cite, « Écoutez, j'ai toutes les cartes en main et en réalité l'Iran va céder. Leurs dirigeants vont céder parce que le cessez-le-feu reste en vigueur. » C'est incroyablement faible. Franchement, je dirais que c'est le plus faible en ce moment. Après avoir lu ce torchon qu'ils nous ont envoyé, je n'ai même pas fini de le lire. J'ai dit, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Je dirais que c'est l'un des plus faibles aujourd'hui. C'est sous respirateur artificiel. Le président dit que le cessez-le-feu est sous respirateur artificiel. Et c'est inquiétant, parce que c'est probablement lui, le seul, qui peut le rompre ou décider quand il prend fin. Il a toujours été possible que le camp iranien le relance, mais je n'ai jamais pensé que ce serait le cas, parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est de tenir bon, d'attendre que les États-Unis portent le prochain coup. Comme ça, ils pourront dire, sur la scène internationale, qu'ils ne font que répondre à ce qui s'est passé. S'ils avaient rompu le cessez-le-feu eux-mêmes, il aurait été beaucoup plus facile pour le reste du monde de les condamner, et ainsi de suite. Mais en attendant, ils obtiennent d'une certaine manière une couverture politique et diplomatique grâce à nos propres actions ici, aux États-Unis. Et ça, au final, se retournera aussi contre nous. Mais écoutez, le cessez-le-feu est peut-être sous respirateur artificiel, mais le camp iranien, lui, ne l'est pas. En réalité, il est en train de se renforcer. Et comme on va le voir un peu plus tard dans cet épisode, ils affichent une confiance nouvelle. Non seulement ils ne plient pas, non seulement ils ne s'effondrent pas sous le poids du blocus et de tous les bombardements des 40 premiers jours, mais ils reprennent de l'élan. Ils trouvent un second souffle. Et même s'ils souffrent énormément, et c'est indéniable, toutes les attaques que nous avons menées, les effets économiques que nous continuons de provoquer, cette fureur économique dont parle Daniel Davis et ce blocus, tout cela a un véritable impact sur le terrain,
en Iran. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas mineur, c'est grave. C'est grave, mais c'est supportable. Et la confiance qu'il montre en résistant à cette pression, ce petit pays face au poids militaire énorme des États-Unis et d'Israël, ça donne au peuple une certaine fierté de survivre malgré la souffrance. Il continue à lutter, il continue à souffrir, mais il gagne en confiance. Le président Trump essaie d'imposer exactement l'inverse, pour qu'il perde confiance et devienne plus enclin à accepter ses conditions. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Et on ne s'en rendrait jamais compte en l'écoutant, parce que Trump a expliqué que, en fait, vous savez quoi, ça pourrait durer longtemps. Moi, je ne ressens aucune pression. On a rejeté une proposition de l'Iran ce week-end. Vous pouvez nous en dire un mot? C'était tout simplement inacceptable. Vous savez, beaucoup de gens disent « Mais est-ce qu'il a un plan ?» Bien sûr que oui. J'ai le meilleur plan qui soit. L'Iran a été vaincu militairement, complètement. Il leur reste pas grand-chose, ils ont sans doute reconstruit un peu pendant cette période. On éliminera ça en une journée à peu près. Oui, tu vois, c'est justement ce genre de choses qui m'inquiète vraiment. S'il dit ça juste comme ça, parce qu'il veut, je sais pas, manipuler l'opinion publique américaine, c'est grave, mais c'est encore une chose. En revanche, s'il croit vraiment ce qu'on lui raconte, s'il croit ce qu'il dit, là, c'est un vrai signal d'alarme, parce qu'il affirme qu'ils sont militairement vaincus. Et ça, c'est complètement faux. Ils ont subi des pertes, oui, mais sur ce qui compte le plus, sur le point essentiel, le contrôle du détroit d'Ormuz, ça, on ne leur a jamais pris depuis le début de la guerre qu'on a choisi. On n'a jamais réussi à leur arracher ce contrôle. Rien de ce qu'on a fait, le blocus, les bombardements, cette espèce de projet avorté, soi-disant projet liberté, tout ça, c'était absurde et ça n'a jamais rien donné de concret. Apparemment, ils envisagent de relancer tout ça. Ils en parlaient encore ce matin, en plus de peut-être faire d'autres actions militaires. Mais rien de tout ça n'a vraiment marché. On n'a pas arrêté leurs usines de missiles. On n'a pas arrêté leurs usines de drones. On ne les a pas empêchés d'avoir le soutien de leurs alliés régionaux. Leur gouvernement, lui, est toujours en place. Et bien sûr, on n'a toujours aucun accès, ni aucun contrôle sur leurs installations nucléaires. Elles ont peut-être survécu au bombardement, ou bien elles se trouvent ailleurs. Sans parler du matériau nucléaire retraité. À part ça, oui, tout va très bien. Mais le président Trump semble penser que tout est sous contrôle, qu'on va les battre militairement et que tout ce qu'ils ont construit, on le détruira en une journée. Non, pas du tout. On peut faire exploser toutes sortes de choses, peu importe cette armada. Vous vous souvenez de la grande armada dont il parlait au début, dans le mois qui a précédé tout ça? Et puis, elle est entrée en action. Depuis, il a reconstruit une bonne partie de cette force. Il a fait venir de nouvelles troupes, beaucoup de troupes au sol, mais aussi énormément de munitions. Donc, tous les stocks qui avaient été épuisés pendant les 40 premiers jours ont été reconstitués. Et dans certains cas, d'après les rapports, ils ont même dépassé le niveau initial. Par conséquent, on peut à nouveau infliger beaucoup de dégâts en Iran et faire exploser toutes sortes de cibles en surface. Mais, comme avant, ce n'est pas ce qu'on détruit en surface qui compte, c'est ce qu'on touche en dessous. Et c'est pour ça qu'on ne sera pas plus enclin à le faire après qu'avant. Parce que la même technologie qu'on a utilisée et qui n'a pas fonctionné avant, c'est exactement la même qu'on utiliserait ensuite. Et leurs installations sont toujours enfouies sous des montagnes de granit. On ne peut toujours pas y accéder. Donc les choses qui comptent vraiment, on ne peut pas les atteindre. Alors, qu'est-ce que ça apporterait d'y retourner pour les attaquer? Évidemment, il y aurait des conséquences, mais en surface, rien ne changerait. On n'obtiendrait pas un résultat différent la deuxième fois par rapport à la première.
Ça ne marche tout simplement pas comme ça. Eh bien, le président Trump dit aussi, « Écoutez, vous savez quoi? Moi, je vise la victoire totale. » Ils pensent que bon, je vais me lasser de tout ça, ou que je vais m'ennuyer, ou que je vais finir par céder à la pression. Mais il n'y a aucune pression. Aucune. On va avoir une victoire totale. L'Iran m'a dit très clairement qu'il comptait nous remettre ce que j'appelle la poussière nucléaire. C'est plus simple de dire ça que d'en parler en détail. Mais il va falloir l'extraire, parce qu'ils n'ont absolument pas le matériel pour le faire eux-mêmes. Toi et la Chine, vous êtes les deux seuls pays au monde capables de le faire. D'accord. Encore une fois, si on revient à cette idée, s'il croit vraiment à ce qu'il dit et qu'on va avoir une victoire totale, eh bien ça remet complètement en cause la possibilité même d'appliquer la théorie du retrait. Parce que si vous dites qu'on va avoir une victoire totale, alors vous ne pouvez pas, un jour plus tard, un mois plus tard ou 3 mois plus tard, dire bon, on se retire parce qu'on a déjà tout gagné. Alors que tout ce que je viens de mentionner est encore sur la table, que les Iraniens continuent de défier et qu'ils gardent le contrôle de tout ce dont j'ai parlé, y compris, avant tout, le détroit d'Ormuz. On ne peut pas dire à tout le monde aujourd'hui, en rencontrant ces généraux, qu'on va obtenir une victoire totale, puis s'en aller en laissant autre chose derrière soi. Surtout si on n'a même pas un accord négocié. On ne peut pas juste partir comme ça. On peut bien sûr prétendre toutes sortes de choses, mais ça ne change rien. Et moi, encore aujourd'hui, je continue de recommander qu'on suive cette voie, parce que c'est la seule qui puisse limiter les dégâts déjà inévitables. Tout le reste, repousser le problème, maintenir le blocus ou relancer la guerre sous une forme ou une autre, ne ferait qu'aggraver la situation. Tous les dommages déjà subis paraîtraient insignifiants à côté et les coûts continueraient d'augmenter. Donc je reste pour cette idée, je pense qu'il devrait le faire, mais tout ça rend les choses plus compliquées pour lui. Et s'il croit, avec les mots qu'il emploie, qu'on peut obtenir une victoire totale, alors là, c'est vraiment inquiétant. Parce que ça me fait penser qu'il envisage peut-être non pas de s'en aller, mais plutôt de revenir vers l'idée de relancer la guerre. Il ne cesse de répéter « je ne suis pas pressé, je ne subis aucune pression ». Eh bien si, il le faut, il est sous une forte pression qu'il veuille l'admettre ou non. Et regardez, juste pour donner quelques exemples récents, l'Inde, l'un de nos alliés, traverse de vraies difficultés. Ils disent à leur population, le Premier ministre, qu'il a dû s'adresser à son pays en disant « Écoutez, il faut qu'on change certaines choses. Il faut réduire de moitié notre utilisation d'engrais. Il faut commencer à faire plus de télétravail. Ne plus acheter d'or. » Vous voyez dans la partie en bas, il dit « Appel aux citoyens à consommer moins de carburant, à travailler depuis chez eux et à réduire les importations. » Parce que la hausse mondiale des prix de l'énergie pèse sur les réserves de devises étrangères du pays. Donc voilà, c'est notre allié, et il commence à avoir de gros problèmes là dans la région. Le carburant pour avion, on en a déjà parlé. Voici un graphique qui montre le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Irlande, le Danemark, l'Espagne et la Norvège. Et vous voyez, toutes ces courbes allaient tout droit jusqu'au début de la guerre. Et depuis ce moment-là, elles ont commencé à baisser. Regardez maintenant, à partir de ce mois-ci, en fait, vous voyez cette ligne noir-vert tout en bas, c'est l'Irlande. Ils sont presque à sec. Donc ils n'auront même plus assez pour mener leurs opérations, à moins d'en obtenir auprès d'autres transporteurs. Mais vous voyez aussi que les autres transporteurs commencent eux aussi à manquer de carburant pour avions, parce qu'une part importante du kérosène européen, en particulier, vient du Golfe Persique et qu'il est désormais bloqué. Et quand on arrive en juillet, tout le monde sera à des niveaux critiques.
Et beaucoup de pays ont déjà supprimé des dizaines de milliers de vols. On en a beaucoup parlé avec vous depuis le début de cette guerre, et surtout depuis le début du cessez-le-feu. Le problème, c'est que le prix du pétrole a été artificiellement maintenu à un niveau bas à cause de la naïveté de certains investisseurs et de la manipulation délibérée du marché par le président Trump, simplement par ses déclarations, pour maintenir la confiance et donner l'impression que tout va bien. À court terme, ça lui profite politiquement, mais à moyen terme, c'est mauvais pour nous. Parce que si le prix du pétrole était plus élevé, les signaux économiques nous pousseraient à agir, comme le fait aujourd'hui l'Inde, sur décision de son président ou de son premier ministre. On l'aurait fait aussi si le signal du prix avait été là. Alors voilà, les gens commencent déjà à réduire un peu leur consommation parce que le prix de l'essence et du diesel est plus élevé d'$1 ou plus qu'avant. Donc, oui, ça a un coût, mais comme les prix sont restés relativement bas, beaucoup se disent « bon, je ne vais pas trop me restreindre non plus ». Du coup, les prix n'ont pas tellement augmenté, en tout cas pas beaucoup plus d'$1 de plus qu'ils ne l'étaient ici. Et là, on s'approche des $5 en moyenne nationale. On s'en rapproche vraiment. Et ça va rendre les gens un peu plus mécontents. Mais si le prix réel du pétrole, prévu, surtout pour les prochains mois sur le marché à terme, reflétait vraiment les fondamentaux, il serait bien plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et rien que ça enverrait un signal clair aux gens. Il faut qu'on commence à faire les choses autrement. Les gens se mettraient à réfléchir, à se demander quels sont les facteurs d'atténuation, et tout ça réduirait la consommation. Du coup, on gagnerait un peu de temps, parce qu'avec la baisse des flux en provenance du Golfe Persique vers le marché mondial, ça nous aiderait nous, et ensuite tout le monde aussi. Mais si on continue à envoyer le signal inverse, en disant « non, ce n'est pas si grave », alors les gens ne consomment pas moins. Ils se disent que tout ira bien, et ils continuent à dépenser, à faire exactement ce qu'ils faisaient avant, ce qui épuise les ressources encore plus vite. Tout ça, c'est permis, non seulement par la déclaration du président Trump, mais aussi par la libération de réserves de stockage un peu partout dans le monde, les réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis et ailleurs, y compris en Chine. La Chine, d'ailleurs, prend certaines mesures pour réduire sa propre consommation. Elle a même fourni du carburant à quelques alliés régionaux. Tout cela a eu pour effet de limiter et d'atténuer le manque de flux en provenance du Golfe Persique. Alors oui, le prix du pétrole est clairement plus élevé, environ $30 de plus par baril qu'au début de la guerre, mais il n'a pas tant augmenté que ça. Sauf que c'est une illusion, parce que ça laisse croire qu'on peut maintenir ce niveau, et en réalité, on ne le peut pas. Une fois que ces installations de stockage et les réserves stratégiques de pétrole auront atteint un certain niveau, et d'après un rapport de Bloomberg que j'ai vu ce matin, ça devrait commencer d'ici 2 ou 3 semaines, eh bien, on n'aura plus cette marge de manœuvre. Le déficit sur le marché mondial, qui était masqué par les libérations de réserves stratégiques, ne pourra plus l'être. Et là, on va se retrouver face à un vrai manque physique. Donc, les prix vont forcément augmenter, parce qu'il y a une pénurie de produits. Il n'y en a tout simplement pas assez pour tout le monde. Il n'y a plus de nouvelles sources d'approvisionnement. Et la seule chose que le marché puisse faire pour rétablir l'équilibre, c'est de faire monter les prix. Tout ça va rendre le public américain très mécontent, et le président Trump va devoir réagir d'une manière ou d'une autre. Alors quand il dit « je ne suis pas pressé, je n'ai aucune pression », eh bien si, il en a, et il va en avoir beaucoup plus très bientôt. Il peut dire ça en public, mais en coulisses, je suis sûr qu'il a sous les yeux tous les graphiques et les analyses de ses experts.
probablement dans la réunion où il se trouve en ce moment avec l'équipe de sécurité nationale en train de regarder tout ça. Et ça va le pousser dans une situation de plus en plus tendue, parfois avec de plus en plus de pression. Parce que s'il se contente de repousser le problème, alors tout ce qu'on évoque va se produire. Ça ne changera rien au fait que les prix vont continuer à grimper jusqu'à atteindre un point critique quand l'offre mondiale ne sera plus suffisante. Le pire scénario, ce serait de dire « relançons la guerre ». Mais on voit bien pourquoi il peut être tenté par ceux qui disent, et on en a montré beaucoup ici dans cette émission, comme Mark Levin, Jack Keane et d'autres, qu'il faut suivre la voie militaire parce que ça les éliminera une bonne fois pour toutes. C'est tellement ironique. J'ai entendu cette expression plusieurs fois et je me souviens avoir pensé, parce que je l'entendais souvent, dans plein de films de guerre ou même dans Star Wars, tu sais, il disait toujours cette phrase célèbre « On va les éliminer une bonne fois pour toutes ». Et je me disais à chaque fois « Quelle réplique ringarde ! Personne ne dit ça dans la vraie vie ». Et maintenant, voilà, ils le disent vraiment dans la vraie vie. Jack Keane l'a dit au moins une fois, je l'ai entendu, on va les éliminer une bonne fois pour toutes. Ce qui est absurde. C'est encore plus absurde que dans un film de fiction, où on pourrait écrire un scénario dans lequel ils ne sont pas vraiment éliminés. Là, on a les faits, les réalités sur le terrain, et il est clair qu'on ne va pas les éliminer une bonne fois pour toutes, ni autrement d'ailleurs. Et pourtant, c'est bien de ça qu'ils parlent. Et ils le disent avec assurance. Et quand ils le disent avec assez de confiance, s'ils sortent assez de graphiques, de courbes et de déclarations de gens que visiblement le président Trump écoute, il pourrait être tenté de suivre cette voie. Voici d'ailleurs notre ami Jack Keane, je crois que c'était plus tôt aujourd'hui, en train de dire exactement ça. Regardez simplement ce que les Iraniens nous proposent. Premièrement, garder une partie de leur programme nucléaire, et ça, évidemment, ce n'est pas acceptable. Deuxièmement, conserver la souveraineté sur le détroit d'Ormuz indéfiniment. Et puis les trois autres points concernent le fait que, oui, on sait que le régime va probablement survivre, même si on reprend les opérations militaires. Mais on voudrait qu'il soit tellement affaibli qu'ils deviennent vulnérables à un effondrement. Or, si on signe cet accord, trois des conditions qu'il pose concernent le financement de leur redressement. Dégeler les avoirs bloqués, lever les sanctions et obtenir des réparations pour les dommages subis. Alors, bien sûr, le président Trump a totalement rejeté tout ça. Je pense qu'on a vraiment laissé le temps aux négociations pour voir si ça pouvait fonctionner nous-mêmes, et ça ne marchera pas. À mon avis, la meilleure chose à faire maintenant, c'est de revenir en arrière et de terminer ce qu'on a commencé, en atteignant les objectifs militaires qui avaient été fixés. Vraiment, c'est ça ta recommandation. Franchement, ça montre, et je suis désolé, mais il faut le dire clairement, ça montre qu'il est incompétent. Soit il ment, soit il est incompétent. S'il n'y croit pas, alors c'est un menteur. S'il y croit, il est incompétent, parce qu'il n'existe aucune stratégie militaire qui permette de changer le résultat des 40 premiers jours, simplement en faisant un peu plus. On a déjà prouvé que ça ne marcherait pas. Et je te l'ai dit parce qu'on l'a démontré l'année dernière. Dans la guerre de 2025, tu peux pas y arriver, parce qu'ils ont la capacité de riposter de manière ultra précise. Et maintenant, on a des preuves claires venant du New York Times, du Washington Post et de plusieurs autres, CNN ainsi que d'autres analystes indépendants qui ont examiné tous les dégâts causés aux installations américaines et à celles de certains alliés.
Et ce qu'on voit, ce sont des frappes précises. Ils touchent exactement ce qu'ils visent. Il y a encore cette affirmation complètement folle selon laquelle on abattrait 90% de leurs missiles entrants. Franchement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Ted Postol est déjà venu dans notre émission et il dit que ce n'est pas vrai. Moi, je n'en ai pas la preuve directe. Mais quel que soit le chiffre exact, on voit bien les faits. Que ce soit 10% ou plus, certains passent. Et quand ils passent, ils atteignent leur cible. Autrement dit, quand ils disent « si vous reprenez les opérations de combat, on va frapper votre infrastructure énergétique, on va viser vos installations pétrolières, peut-être vos oléoducs, vos stations de traitement de l'eau, vos usines de dessalement. » Ce sont des menaces potentiellement existentielles pour les pays qui en seraient la cible. C'est bien ce qu'ils disent, et ils ont clairement la capacité de le faire. On ne peut pas les en empêcher militairement, sinon on l'aurait déjà fait. Alors, quand il dit « on va simplement aller au bout, finir le travail et accomplir toutes les tâches qu'on avait mises de côté », eh bien non, ça n'arrivera pas. Ces derniers temps, il répète cette idée un peu étrange pour essayer de rendre la situation plus présentable. Oh, mais on avait déjà éliminé 70% à l'époque. On va récupérer les autres 30% ou 25% selon le jour dont il parle, et on va régler ça ici. Écoutez, si c'était vraiment le cas, alors toutes les choses essentielles que j'ai énumérées au début, celles qu'il possède encore, eh bien 70% d'entre elles auraient été retirées. Mais aucune ne l'a été. Donc si le président Trump écoute ça, c'est un vrai problème. Oui, c'en est un. Et encore une fois, c'est une preuve de plus qu'il penche dans cette direction. Le président Trump était l'invité de Sharyl Attkisson dans une vidéo publiée ce week-end où on lui a posé des questions un peu plus précises sur le matériau nucléaire retraité. Où en est-on dans la guerre si on n'a toujours pas récupéré les matières nucléaires, l'uranium enrichi de leur parc, un papacaire? Bon, on aura ça à un moment donné. Tout ce qu'on veut, on le fera surveiller. Vous savez, j'ai créé quelque chose qui s'appelle la force spatiale, et eux, ils surveillent tout ça. Si quelqu'un entrait, il pourrait vous dire son nom, son adresse, le numéro de son badge. Non, c'est très bien surveillé. Si quelqu'un s'approchait de l'endroit, on le saurait, et on le ferait exploser. On les ferait exploser. Oui, on peut obtenir ça quand on veut. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on les ferait exploser. On va juste aller les abattre, point final, et il n'y aura aucune conséquence à ça. Le fait qu'il continue à dire ça, qu'il le répète encore et encore, rhétoriquement, l'éloigne de plus en plus de la seule issue qui pourrait limiter les dégâts, ce qu'on appelle la théorie du retrait. Parce que là, il parle d'action militaire. Même quand il dit d'un côté qu'il va obtenir une victoire totale, il y a un scénario plausible pour Trump où il pourrait transformer ça en « Voilà, c'est le récit que je vais adopter pour me retirer. J'ai obtenu une victoire complète sur tout ce que je voulais. » Et il peut simplement inventer des choses. Mais ça devient de plus en plus difficile à faire à cause des liens qu'il établit avec tout ça. Mais une situation comme celle-là, où on dit « non, s'ils y touchent, on va les bombarder, on va revenir en force », ça c'est un vrai problème. Alors ça, c'est du côté américain. Maintenant, regardons ce que dit le camp iranien. Parce que si on pense qu'ils sont sous pression, qu'on a toutes les cartes en main et qu'eux n'en ont aucune, qui vont céder, eh bien on ferait peut-être mieux d'écouter ce que les Iraniens disent vraiment. Le porte-parole de la Commission de sécurité nationale, tout ça c'est d'aujourd'hui, Site Islami, je crois que c'est l'un de leurs responsables. L'enrichissement n'est même pas négociable. La question de la technologie nucléaire n'est pas à l'ordre du jour. Donc, on a eu ce commentaire-là avec Sharyl Attkisson et celui d'un peu plus tôt dans la journée où il disait, en gros, oui, on va récupérer ce matériel.
Et ils ont dit que ce serait soit nous, soit la Chine qui devrait s'en charger, parce qu'eux ne peuvent pas. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est totalement absurde. Ce sujet n'est même pas sur la table. Tout ce que disent les Iraniens, c'est qu'ils gardent cette option en réserve, en arrière-plan. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas au premier plan. Ça ne fait pas partie des discussions initiales. La seule chose dont on parle en ce moment, c'est de mettre fin à la guerre et de consolider notre contrôle sur le détroit d'Ormuz, parce qu'ils estiment avoir des atouts, parce qu'ils abordent tout ça avec beaucoup de sang-froid et qu'ils pensent pouvoir supporter ce qu'on leur impose. Et ils savent très bien combien de dégâts on a causés, combien de choses on a détruites, combien de personnes on a tuées. Et ils estiment que c'est un prix élevé à payer, mais qu'il faut en passer par là pour arriver au point où ils pourront vaincre stratégiquement les États-Unis et écarter le risque d'une future guerre. La dernière chose qu'ils comptent faire, et les Iraniens le répètent depuis longtemps, bien avant même le début de la guerre, c'est que, si le conflit éclate, ils ne vont pas simplement chercher à obtenir un cessez-le-feu ou une fin des hostilités à tout prix. Si cela revient à laisser la porte ouverte aux États-Unis ou à Israël pour revenir dans quelques mois, quelques années, ou quand bon leur semblera. Ils ont dit non, on ne fera pas ça. Et jusqu'à présent, tout indique qu'ils tiennent parole. Ensuite, il y a eu le président Raisi. Il dit, selon l'agence de presse ISNA en Iran, que la position rationnelle, logique et fondée sur l'intérêt national, c'est que la victoire des forces armées sur le champ de bataille doit aussi se prolonger sur le terrain diplomatique et que les droits de la nation iranienne doivent être affirmés dans la dignité et l'autorité. Donc il semble plutôt confiant, lui aussi. Il paraît même très sûr de lui, comme pour dire « on va y arriver. On va réussir à transformer nos succès militaires en réussite politique. » Et quand il parle de ce qui a été accompli militairement, regardez ce qu'ils ont fait aux bases militaires américaines. Ils en ont pratiquement vidé 16 sites, les rendant presque inutilisables. Encore une fois, la base navale à Bahreïn a été, disons, pas complètement détruite, mais gravement endommagée. On a dû évacuer. Dans la plupart de ces endroits, on a dû évacuer justement pour essayer de limiter le nombre de pertes parmi nos troupes. Ils regardent ce qu'ils ont fait à nos navires. Nos navires, surtout les quelques-uns qui sont entrés, ont essuyé des tirs. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de pertes au combat dans la marine. Mais on a été très très prudents, et à juste titre, en évitant de faire passer nos navires trop souvent dans le détroit, et en les faisant ressortir très vite quand ils y entraient, pour les remettre hors de portée, là où c'est moins dangereux. Mais vous voyez, tout ce qu'ils ont tenté sur le plan militaire, surtout les dégâts importants infligés à Israël, les villes israéliennes, puis des installations un peu partout dans le Golfe, dans les pays du CCG, c'était pour montrer qu'il y a un prix à payer pour protéger les États-Unis. Donc quand ils disent qu'ils ont eu du succès, c'est parce qu'ils ne voulaient pas la guerre. Mais quand, selon eux, on leur en a imposé une, leur riposte a été, à leurs yeux, réussie, parce qu'elle a montré qu'on ne peut pas simplement les bousculer. Ils disent, nous ne sommes pas la Syrie. On ne va pas encaisser des missiles sans rien faire. Restez là jusqu'à ce qu'on nous chasse du pouvoir comme Bachar el-Assad. Ils ont dit, nous, on ne fera pas ça. Et donc maintenant, ils ont montré une capacité militaire telle que, si on les frappe, ils riposteront et ça fera mal. Alors maintenant, il dit, ajoutons à cela la diplomatie. Et puis, on regarde le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Bakai. Il dit que la proposition de l'Iran à l'Amérique était, de leur point de vue, raisonnable, responsable et généreuse. Il ajoute, nous regrettons que la partie américaine continue d'insister sur des positions unilatérales et des exigences déraisonnables
fondée sur des idées largement fabriquées par le régime sioniste. Donc vous voyez, personne ne recule. Personne ne donne l'impression d'être inquiet, stressé, ou de penser que le temps ne joue pas en sa faveur. Parce que, contrairement au président Trump, certaines choses vont commencer à se produire d'ici 2 ou 3 semaines. Pour l'instant, en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie, l'épuisement des réserves stratégiques de pétrole, la flambée du prix du baril et tout ce que cela entraîne sur le plan économique, il n'y a rien de comparable du côté iranien. Ils souffrent, et cette souffrance peut continuer. Et si on en revient à des opérations de combat, la souffrance s'intensifiera. Mais rien qu'il n'ait déjà connu. Rappelez-vous, ils ont vécu une guerre de 8 ans, rien que dans les années 80. Ils ont une expérience directe. Beaucoup de personnes, ou même la plupart de celles qui occupent aujourd'hui des postes clés au gouvernement, ont combattu pendant la guerre Iran-Irak. Le professeur Morandi, qu'on a reçu plusieurs fois dans l'émission, a lui aussi combattu pendant cette guerre. Donc quand ces gens disent « nous savons ce que c'est que de souffrir et de tenir malgré la douleur », ça a du sens parce qu'ils l'ont vraiment vécu. Il ne faut jamais sous-estimer ça. Quelqu'un qui est passé par là, qui regarde la situation avec lucidité et qui comprend la puissance des États-Unis, ce qu'on peut déployer, ce qu'on peut tirer sur leur pays en très peu de temps. Eh bien, quand il dit qu'il peut tenir le coup, il y a de bonnes raisons de penser qu'il sait de quoi il parle. Mais écoutez, sur la question de la durée de cette situation, il y a un autre point vraiment important. Cela a aussi été publié par Iran Today via leur agence de presse ISNA. Le président de l'association maritime a déclaré à propos du blocus maritime: « Nous avons plus de 6000 km de frontières terrestres avec 7 pays et 7000 km de côtes au nord, sur la mer Caspienne avec 5 pays. Par ces routes, nous avons mis en place des liaisons ferroviaires avec la Russie, la Turquie et plusieurs autres pays. Donc en gros, ils disent « Oui, votre blocus nous fait du tort, mais ce n'est pas catastrophique, parce que nous avons toutes sortes d'autres options. » Et souvenez-vous, c'était même pas il y a un mois que les Iraniens ont eu des négociations avec le Pakistan. Ils ont ouvert, je crois, 6 frontières terrestres, peut-être 5 ou 6 routes, pour pouvoir commencer à faire du commerce et faire passer des marchandises vers d'autres ports, afin d'importer et d'exporter, et ainsi de suite. Donc notre blocus limite les choses, mais il ne les bloque pas. L'Iran a trouvé des moyens de contournement, et il les utilise. Tout cela montre que surtout si c'est uniquement la version blocus, ils peuvent tenir, sans problème serait peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, plusieurs mois, probablement jusqu'à la fin de l'année, avant que la situation ne devienne vraiment critique. Je le répète, c'est vraiment important. On peut probablement tenir encore quelques semaines, peut-être 2 ou 3, avant que la situation devienne impossible à gérer. À ce stade-là, on ne pourra plus s'en sortir, ni par des manœuvres, ni par des discours. Donc, si on se demande qui est le plus sous pression en ce moment, c'est clairement les États-Unis. Comme je l'ai dit, on verra bien. Gary suit les dernières infos. Si quelque chose ressort de la réunion qui vient d'avoir lieu, il nous en informera. Mais il y a aussi un article d'Axios, publié plus tôt dans la journée, qui cite 2 responsables américains. Selon eux, le président des États-Unis envisagerait de mener des frappes limitées contre l'Iran, dans le but de les pousser à revenir à la table des négociations sur le nucléaire. Selon un responsable américain, je cite, « Il va un peu les secouer ». C'est ce qu'il aurait dit à propos du président Trump. Un autre responsable a ajouté, « Je crois qu'on sait tous où ça va mener ». Autrement dit, vers une reprise de la guerre. D'après le rapport, l'une des options envisagées serait de frapper 25% des cibles que les États-Unis ont déjà identifiées, mais qu'ils n'ont pas encore touchées.
C'est une très très mauvaise situation. Encore une fois, tout cela nous pousse de plus en plus vers le pire scénario possible. Et autour de lui, il y a toutes ces personnes qui lui soufflent à l'oreille. Oui, allons-y, finissons-en une bonne fois pour toutes, ça les fera plier. Et ensuite, on les entend dire, bon, eh bien, tu sais quoi. N'essayons pas de refaire ce qu'on a fait la première fois, avec le grand choc et effroi, le genre de gros marteau. Allons-y avec quelque chose de plus petit. Et on leur fera comprendre que c'est juste pour les pousser à venir négocier à des conditions qui nous conviennent. Il n'y a aucune raison pour qu'ils acceptent. Et du côté iranien, ils ont déjà dit, avant tout ça, et je verrai s'il y a un commentaire précis à ce sujet au fur et à mesure, ils ont dit non. Comme ils l'avaient dit au début de cette guerre, s'il y a une seule bombe, il n'y aura pas d'option de petite bombe. Si vous touchez une cible, alors nous toucherons la nôtre. Et ces derniers jours, vers la fin de la semaine dernière et pendant le week-end, ils ont déclaré qu'ils avaient déjà leur cible prête, verrouillée et chargée. Si la guerre reprend, ils vont commencer à frapper toutes ces cibles coûteuses ici. Les bases militaires américaines, les navires américains en mer. Et d'ailleurs, ce week-end, ils ont publié une photo de l'un de leurs sous-marins qui avait fait surface, en disant « On ne les a même pas encore utilisés. On peut commencer à le faire aussi. » Alors, peu importe comment fonctionnent nos systèmes de défense aérienne, on ne sait même pas comment les systèmes de défense sous-marine fonctionnent, ni ce qu'ils valent. Peut-être qu'ils marcheront, peut-être pas. J'en sais rien. Le président Trump a déclaré aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vrai, que 111 missiles iraniens avaient été tirés sur un navire de guerre, sans préciser lequel. Et il a affirmé que 100% d'entre eux avaient été interceptés par nos contre-mesures. Je ne sais pas si c'est vrai. Il n'y a pas de vidéo. Personne ne peut le confirmer. J'ai du mal à croire qu'autant de missiles aient été tirés et que 100% aient été abattus. Rien ne serait passé. Aucun de nos autres systèmes de défense aérienne n'est aussi efficace. Mais bon, c'est ce que dit le président Trump. Maintenant, s'il veut tester ça à plus grande échelle et renvoyer nos navires de guerre dans une zone dangereuse, eh bien, on verra peut-être à quel point les choses vont bien, ou pas. Mais, le président Trump, il y a aussi 2 ou 3 points dont je veux parler avant de conclure. Quand on parle de gérer la partie iranienne, c'est une chose d'avoir du mépris pour quelqu'un et de le ressentir en privé. Mais quand on dit ce genre de choses publiquement, ça ne sert pas vraiment sa cause. Parce que ce soit par la contrainte ou autrement, le but, c'est d'amener l'autre camp à bouger de ses positions pour se rapprocher des vôtres. Et quand on parle d'eux sur un ton condescendant, ça réduit encore vos chances d'y arriver. Apparemment, le président Trump n'a pas reçu ce message. Ce sont des fous avec une arme nucléaire. Moi, je traite avec eux. Oui, je m'en occupe. Je leur dis, vous êtes complètement dingues, je m'en occupe. Ils parlent d'une façon différente. Je leur dis, vous êtes fous. Vous êtes des gens fous. Vous êtes cinglés. Vous n'aurez pas d'armes nucléaires. Ils pensent qu'ils peuvent me convaincre, mais ça marche pas très bien pour eux. Mais ils savent ce que je pense. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Ils l'utiliseraient dans leur kiwi. Bien sûr, il n'y a absolument aucune preuve de ça. C'est un mensonge qu'ils répètent sans arrêt, et tous ceux qui sont favorables à la guerre s'appuient là-dessus. Ah, s'ils avaient une arme nucléaire, ils l'utiliseraient dans l'heure, alors que personne d'autre sur la planète, à part nous, n'a jamais utilisé une arme nucléaire. Les autres l'ont gardée comme moyen de dissuasion pour éviter d'être attaqués. Et ça a marché. C'est plutôt efficace pour empêcher toute opération d'envergure contre un pays qui possède l'arme nucléaire. Donc non, c'est faux. C'est juste une invention pour les faire passer pour des gens déraisonnables. Et je ne sais pas, peut-être que c'est justement le but.
Peut-être que le président Trump se dit « Je ne me soucie même plus du côté iranien. Je veux juste faire croire qu'on ne peut pas négocier avec eux pour qu'on soit obligé de passer à l'option militaire. » Il y a une dernière vidéo que je veux vous montrer où il dit exactement ça en expliquant qu'ils sont simplement déraisonnables. Écoutez, j'ai dû traiter avec eux 4 ou 5 fois. Ils changent d'avis tout le temps. Ce sont des gens très peu honorables, surtout leurs dirigeants. N'oubliez pas, c'est le 3e niveau. Le premier niveau, c'est Dieu. Eux, ils étaient déraisonnables. Le 2e niveau, un peu plus raisonnable. Et le 3e niveau, personne ne veut être président, vous voyez? Ils disent, qui veut être président? Personne ne lève la main. Mais bon, ils changent d'avis sans arrêt. J'ai vu ça souvent dans les affaires. Vous savez, les changeurs d'avis, comme on les appelle. Ces gens-là, vous concluez un accord et le lendemain, ils vous envoient un document qui met 5 jours à arriver, alors qu'il aurait dû être là en 20 minutes. C'est un document tout simple en plus. Ils n'auront jamais d'armes nucléaires. D'accord? Est-ce que je dois vraiment le dire à voix haute? Les girouettes, eux, ils avaient un accord. Et tout à coup, Pardon, qu'est-ce qui s'est passé en mai 2018? Il y a quelque chose avec cette date, mais je n'arrive pas à remettre le doigt dessus. Ah oui, voilà. Vous avez changé d'avis pour les États-Unis et vous nous avez retiré d'un accord que notre pays avait pourtant signé, simplement parce que vous ne l'aimiez pas. Donc vous avez modifié l'accord. Vous avez changé d'avis et vous nous en êtes sortis. Alors, qui est le fou, au juste? Qui est celui qu'on ne peut pas croire? Et lui, il parle de gens déshonorants. Ce sont eux, les gens déshonorants. Tout dépend à qui on veut parler. L'AIA et d'autres organismes indépendants disent que dans l'ensemble, l'Iran respecte les limites fixées par l'accord. Parfois, on a découvert qu'ils avaient enfreint certaines règles. Et je me souviens que, les années précédentes, une fois que c'était signalé, ils revenaient dans le cadre. Dès qu'ils étaient pris, ou qu'on attirait leur attention là-dessus, peu importe comment on le dit, ça dépend du point de vue, ils se remettaient en conformité. Mais dans l'ensemble, ils faisaient ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. La seule partie qui continue à dire une chose et à en faire une autre, c'est la nôtre. Et les gens dans le monde le voient. Évidemment, les Iraniens le voient aussi. Et là, on ne leur donne aucune raison, aucun intérêt à revenir et à dire « bon, cette fois, on va s'y remettre ». C'est un peu comme perdre le ballon au football. D'accord, très bien. Tu m'as déjà piégé 17 fois d'affilée. Mais qui sait, peut-être que cette fois, oui, je vais encore te faire confiance une dernière fois. Franchement, il faudrait être idiot. Et on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être idiot, parce qu'ils ne paraissent pas du tout stupides. Et maintenant, on dirait qu'ils sont prêts à risquer de replonger dans le conflit, tout en sachant très bien qu'on ferait pleuvoir à nouveau le feu et la destruction sur leur ville, et que probablement des centaines, voire des milliers de leurs citoyens seraient tués, en plus de tous ceux qui l'ont déjà été. Mais j'ai l'impression que du côté iranien, ils misent tout sur une idée. Nous savons ce que ça va nous coûter, mais nous voyons aussi l'opportunité que ça représente. Nous savons très bien ce que ça nous coûterait si la guerre reprenait. Mais on sait aussi ce que ça nous coûterait si on capitulait, encore une fois, avec un accord minimaliste, pas maximaliste. S'il cède encore à quelque chose qui, en gros, permet à Trump de s'en sortir les mains propres, ou à Israël de s'en sortir les mains propres, alors rien ne les empêchera, enfin, rien ne nous empêchera, de recommencer plus tard. Et c'est exactement ce que les Iraniens ont bien compris. Vous savez, le président Trump dit de façon assez étrange, « Oui, on s'est débarrassé de tous leurs premiers dirigeants, des deuxièmes, des troisièmes, et maintenant, plus personne ne veut être président. »
Est-ce qu'il se rend compte que Pezeshkian est le président de l'Iran, qu'il a été le président de l'Iran, et qu'avant la guerre, c'était déjà lui le président de l'Iran? Il ne sait pas qu'il n'y a eu aucun changement à la présidence et que beaucoup d'autres dirigeants clés sont toujours en place. On en a éliminé pas mal au début, c'est vrai, mais la plupart des responsables des ministères importants n'ont pas changé. Donc en réalité, rien n'a vraiment bougé. Il y a juste eu des remplacements. Et d'ailleurs, on peut dire que ceux qui ont pris la place des personnes assassinées sont encore plus durs, moins enclins à faire des concessions dans les négociations. Bref, peu importe comment on regarde la situation, on est en train de se préparer à quelque chose de mauvais. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. C'est même pas comme ça qu'on applique efficacement la théorie du retrait. C'est ce qu'on fait quand on n'arrive pas à prendre une décision, qu'on s'enfonce un peu plus dans la logique du blocus, sans rien faire, pendant que le temps s'écoule. Ou alors, parce qu'on se sent pressé par cette fenêtre d'opportunité qui se referme, on finit par écouter les plus durs au sein du gouvernement. On cède aux faucons de la guerre et on tente une fois de plus de prouver quelque chose qui déjà 2 fois a échoué à les faire plier. Peut-être qu'à la 3e, ça marchera. Ignorant ou aveugle face à ce que l'Iran fera en représailles et à quel point notre système énergétique et notre économie en souffriront encore davantage. Combien de personnes vont encore mourir, même de notre côté? Je sais bien que personne au sein du gouvernement américain ne se soucie vraiment des pertes du côté iranien. Moi, je me soucie de toutes les victimes. Je pense aux gens en Israël qui sont morts pour rien. Bien sûr, les Américains, c'est ma priorité numéro 1, parce que je suis quelqu'un qui met l'Amérique d'abord, sans aucune gêne. Donc, je me soucie de tous nos soldats. Et j'ai tiré la sonnette d'alarme bien avant la guerre. Personne n'avait besoin de mourir. Et pourtant, c'est arrivé. Je ne veux pas que d'autres meurent inutilement, ni des Iraniens, ni des Israéliens, ni des Irakiens, ni des Qataris, ni des Émiratis. Je ne veux plus que qui que ce soit, d'aucun pays, meure à cause de ça. Il faut qu'on mette fin à cette guerre. Mais même en mettant de côté le nombre de morts ici, comme on en a parlé la semaine dernière avec Health Ranger, si on regarde du côté militaire, il y a de fortes chances qu'on déclenche une crise de type dépression. Et maintenant, ce n'est plus seulement une décision politique qui a tout bloqué, surtout pour les engrais. C'est devenu un vrai blocage. Il faudra plus d'1 an, peut-être plusieurs années, pour que tout ça redémarre, même dans les meilleures conditions. Et qui sait si ces meilleures conditions verront le jour. Ça pourrait provoquer la famine dans certaines des régions les plus fragiles et les plus pauvres du monde. La famine. Des gens pourraient mourir simplement parce qu'il n'y aura pas assez à manger. Nous, on peut traverser des périodes difficiles, mais eux, ils pourraient vivre une crise existentielle où une partie de leur population mourrait littéralement de faim. Et ça, c'est encore plus grave que la question du nombre de morts dans les bombardements. Et c'est exactement à ça que notre président et nos dirigeants doivent réfléchir. Et c'est à travers ce prisme qu'ils doivent regarder tout ça. Ce n'est pas juste une question de novembre, franchement. C'est bien plus que ça. C'est la stabilité de notre mode de vie. C'est la survie d'autres régions du monde. On s'est toujours présenté comme une cité sur la colline, la nation indispensable et tout ce genre de discours. Et maintenant, par arrogance, par orgueil, et je dois le dire, par stupidité, on est sur le point de détruire complètement même la fiction que tout ça ait jamais été vrai. Et si on continue dans cette direction, on deviendra une source de mal pour les autres. Si le président Trump écoute ces gens et qu'on relance la guerre, alors on détruira tout ce que notre pays a construit au cours du dernier siècle. On peut même remonter à ce qu'on a commencé avant la Première Guerre mondiale,
en passant par toute la période de la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui a suivi depuis. On peut littéralement tout détruire d'un seul geste audacieux en relançant une guerre qu'on ne peut pas gagner. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le point essentiel, mes amis. On va continuer à suivre tout ça de près. S'il y a du nouveau, on vous en parlera dès que ça tombe. Sinon, on se retrouve demain. Je suis votre hôte, Daniel Davis Deacon. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Hit that like button and share this with somebody you love.